Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le nationalisme kurde est une idéologie structurée qui vise à promouvoir un programme de socialisation sur les principes de l'identité nationale, la langue, l'histoire, les symboles mythifiés et les intérêts suprêmes de la nation kurde. Dès le début des années 1920, l'indépendantisme constituait son essence par la volonté de ne pas s'intégrer à l'Irak, un État créé de toutes pièces par les Britanniques. Ce programme de socialisation est certes, au départ, le projet d'une élite politique minoritaire, mais il s'est rapidement généralisé. La preuve, lorsque les Britanniques eux-mêmes organisent en 1921 un référendum dans le gouvernorat de Soulaïmaniya, sur l'indépendance du Kurdistan ou son intégration à l'Irak, 83% de la population vote en faveur de l'indépendance. Un siècle plus tard, en 2017, les mouvements nationalistes kurdes, toujours à la recherche d'un État, organisent le référendum de l'indépendance malgré le rejet net de l'Irak, des pays du système régional, Iran et Turquie, des pays européens, des États-Unis d'Amérique et surtout malgré l'absence des conditions objectives locales et la persistance de grandes fragilités dont souffre toujours le gouvernement régional du Kurdistan GRK. En 1921, l'État irakien a été créé contre les Kurdes. De fait, il y a eu la formation d'un discours indépendantiste, rejetant catégoriquement l'intégration à l'État irakien conçu par les Britanniques. En 2003, le même État irakien a été recréé avec les Kurdes, et la volonté d'indépendance, la radicalisation du discours et la détermination de divorcer avec l'Irak sont plus que jamais présentes. Dès lors, les questions affluent. Comment expliquer cette radicalisation du discours indépendantiste du nationalisme kurde en Irak entre 2003, chute de Bagdad suite à l'invasion de l'armée américaine, et 2017, chute de Kirkouk suite à l'invasion des milices de l'Organisation de la Mobilisation Populaire? Comment expliquer cette détermination de divorcer d'un État dont la reconstruction a été massivement assurée par les Kurdes eux-mêmes? Comment les acteurs nationalistes kurdes ont-ils réussi à conserver une volonté de faire pour ne jamais se sentir irakiens, ne jamais vouloir vivre comme irakiens, ne jamais s'approprier le drapeau irakien, ne jamais chanter l'hymne national irakien, ne plus parler arabe, toujours considérer le passeport irakien comme un serpent à avoir absolument dans la poche mais seulement pour un temps, et voir l'Irak, au mieux comme un pays de passage, au pire comme une force d'occupation? Au-delà des acteurs traditionnellement nationalistes, nous observons l'irruption d'un nouvel acteur sur la scène politique, qui a adopté sans complexe le projet de l'indépendance du Kurdistan, l'islamisme. Comment les islamistes kurdes sont-ils passés du projet de l'islamisation de la question kurde à la kurdistanisation de leur projet islamiste? Comment ont-ils réalisé la transition de la lutte pour l'indépendance de l'Oumma à la lutte pour l'indépendance du Kurdistan? Face à cette kurdistanisation des islamistes, une nouvelle génération djihadiste se radicalise et s'intègre dans l'organisation de l'État islamique et Al-Qaïda, revendiquant la lutte armée contre le GRK. Nationalisme, islamisme, djihadisme et tout ce qui constitue l'expérience étatique des Kurdes irakiens à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale, voici notre objet d'examen. Certes, nous resterons principalement focalisés sur la situation des Kurdes d'Irak de 2003 à 2019, autrement dit de la reconstruction de l'État irakien jusqu'au référendum de l'indépendance du Kurdistan, de la concorde à la discorde, soulevant de sérieuses interrogations sur l'avenir proche de l'Irak en tant qu'État, société, territoire et population. Cependant, nous ne nous priverons point de retours historiques en lien avec les différents sujets traités, par exemple la trajectoire du discours indépendantiste des nationalistes kurdes ou la trajectoire du discours djihadiste des islamistes kurdes. Dans la même perspective, la perception de la menace de la nouvelle génération djihadiste par le GRK et la stratégie de ce dernier face à ces démons seront intégrés à notre grille d'analyse. L'alliance profonde, scellée en 2001 entre les États-Unis d'Amérique et le GRK face aux acteurs djihadistes kurdes et internationaux, sera également soumise à une lecture critique. Première partie: indépendantisme, acteurs, discours et pratiques. Chapitre 1: La trajectoire du discours indépendantiste des nationalistes. La genèse du discours indépendantiste des Kurdes trouve ses racines dans ce que Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnolot nomment avec raison
L'invention tragique du Moyen-Orient. Avec l'effondrement de l'Empire ottoman et la naissance des nouvelles frontières telles qu'elles étaient imaginées par la France et la Grande-Bretagne, les acteurs nationalistes kurdes posent les premières bases de leur discours indépendantiste. En un siècle, ce discours des acteurs kurdes irakiens sur leur existence politique, c'est-à-dire par rapport aux frontières du pays d'une population considérée comme une nation qui mérite un État propre, est passé par 4 phases principales, ce qui montre sa souplesse et le pragmatisme de ses porteurs. Chaque phase a ses propres caractéristiques et ses propres acteurs avec des symboles et des lexiques différenciés. Le pankurdisme de la première génération. La première phase commence dès le début des années 1920, avec la décomposition de l'Empire ottoman et l'apparition des États-nations au Moyen-Orient. Pendant cette période, l'indépendantisme devient le marqueur majeur du discours politique et donne une force extraordinaire de mobilisation aux élites, surtout à Soulaïmaniya, où ces dernières transforment, par la production d'une littérature éminente, surtout des poèmes patriotiques, la cause de l'indépendance du Kurdistan en un sacré national. Cheikh Mahmoud, connu comme le roi du Kurdistan, est le symbole par excellence de cette génération nationaliste pour qui un État kurde n'était pas une option parmi d'autres, mais la seule possible. Né en 1878 à Soulaïmaniya, Cheikh Mahmoud était accepté comme la référence fédératrice d'un peuple en quête de son indépendance. Le 22 mars 1919, son représentant à la conférence de paix de Paris, le général Chérif Pacha, demande haut et fort en son nom. En vertu du principe wilsonien, tout plaide donc en faveur des Kurdes pour la création d'un État kurde entièrement libre et indépendant. Nous demandons enfin cette indépendance qui nous vient de droit, et qui seule nous permettra de lutter dans la voie du progrès et de la civilisation, d'exploiter les richesses de notre pays, et de vivre en paix avec nos voisins. Un an plus tard, le 10 août 1920, le traité de Sèvres prévoit dans ses articles 62, 63 et 64 la création d'un État kurde indépendant. Cet État kurde revendiqué par les nationalistes était un État supra-régional. Il voulait englober toutes les régions des Kurdes d'Irak, d'Iran, de la Turquie et de la Syrie, supradialectical, on devait y parler sorani, kourmanji, zazaï, etc., supraconfessionnel, devaient cohabiter sunnites, chiites, yézidis, mais aussi musulmans, chrétiens et juifs. Autrement dit, un État basé sur le pankurdisme, un État pour les Kurdes, un État de tous les Kurdes, soit un grand Kurdistan imaginé par les nationalistes, mais qui n'a jamais existé en tant que collectivité politique et territoriale. À ce moment, le découpage du Moyen-Orient en général et du Kurdistan en particulier n'était pas encore un fait intériorisé par le système international et régional. L'histoire des États était encore en cours de réalisation. La Turquie cherchait les frontières de sa nouvelle république, l'Irak se résumait aux 2 vilayets de Bassora et Bagdad. Le territoire de la Syrie était un objet de négociation entre les Français et les Britanniques. C'est dans un tel contexte que les nationalistes kurdes tentent, sans armes, de s'imposer aux imposants de l'ordre mondial de l'époque. Cette première génération nationaliste était tiraillée entre 2 catégories d'acteurs antagonistes, mais regroupés autour du projet d'un État pankurdiste. La première catégorie rassemblait les chefs des tribus ayant une conscience de la kurdicité, rêvant d'un État sur le territoire revendiqué par le nationalisme kurde. En revanche, les intellectuels occidentalisés, venant surtout d'Istanbul, avec un imaginaire de la kurdicité hautement politisé, constituaient la seconde catégorie. Conscients de l'absence d'une base sociale solide, et dans la perspective d'un État indépendant kurde, ces intellectuels se rallient aux chefs des tribus et font allégeance à Cheikh Mahmoud. Cette alliance a permis aux acteurs nationalistes de mettre en place des stratégies de mobilisation par lesquelles l'adhésion des foules a été acquise. Ainsi, le 6 mai 1921, les autorités britanniques en Irak organisent un référendum sur l'indépendance du Kurdistan. Leur espoir était que le peuple kurde vote massivement en faveur de l'intégration du Kurdistan à l'Irak. Le référendum est mis en place tout d'abord à Soulaïmaniya. En fonction des résultats, les Britanniques l'étendraient ou non à d'autres villes. Il est fort probable qu'ils n'étaient pas en situation de mesurer l'intensité du discours indépendantiste et sa généralisation parmi les Kurdes. 83% des votants refusent l'annexion du Kurdistan à l'Irak et réclament l'indépendance.
Seulement 1% est favorable à l'inclusion dans l'Irak, et 16% sont indécis. Choqués par ces données, les Britanniques mettent fin au processus et le 23 août 1921, désignent Faisal comme le roi d'un Irak dont le Kurdistan fera partie. Face au refus kurde, les Britanniques répondent par une répression radicale. Le mouvement de la contestation kurde est écrasé de manière sanglante. Cheikh Mahmoud est capturé, et Soulaïmaniya, la capitale du royaume du Kurdistan, est désormais occupée par l'armée de Sa Majesté. Qui est Cheikh Mahmoud ? 1881, Soulaïmaniya, 1956, Bagdad. Fils de Cheikh Saïd, une des personnalités clés de l'histoire moderne du peuple kurde, Cheikh Mahmoud est issu de la famille de Kak Ahmad Cheikh, qui avait un rôle majeur dans la dynastie de Baban. Leur maison fut un endroit sacré pour les visiteurs, un espace où les interventions divines et les miracles pouvaient se réaliser. Ce capital symbolique a été transmis de génération en génération. Ainsi, Cheikh Mahmoud hérite de son père la culture distinguée de plusieurs centaines d'années d'histoire familiale. Tout jeune, il accompagne son père, Cheikh Saïd, qui était l'invité d'honneur du sultan Abdelhamid II en personne. Il passe plusieurs semaines dans les palais du sultan et prend goût aux mœurs de l'aristocratie ottomane. Le sultan tenait à cette famille de Soulaïmaniya et voulait obtenir son allégeance. Avec l'affaiblissement du pouvoir du sultan à Istanbul et la montée en force du comité Union et Progrès, CUP, la famille de Cheikh Mahmoud entre dans une période de turbulence. La branche du CUP à Soulaïmaniya était surtout constituée de commerçants et d'officiers qui ont forcé Cheikh Saïd à quitter Soulaïmaniya avec toute sa famille et à s'exiler à Mossoul. Une fois arrivé dans cette ville, Cheikh Saïd et un de ses fils, Cheikh Ahmad, sont assassinés. Le CUP est désigné par la famille comme le seul coupable. Cet événement tragique a provoqué la colère de la population kurde, notamment des grandes tribus, qui demandaient le retour rapide de Cheikh Mahmoud et de sa famille à Soulaïmaniya. Pour ne pas transformer cette colère en révolte, les autorités pro-CUP autorisent le retour de la famille de Cheikh Mahmoud à Soulaïmaniya. Le 7 avril 1918, Cheikh Mahmoud adresse une lettre au représentant de l'armée britannique à Kirkouk, M. Wilson, en lui demandant d'accepter la formation d'un État kurde sous la protection de Sa Majesté. En réponse, M. Wilson promet d'étudier cette demande. Lorsque les Turcs reprennent provisoirement la ville de Kirkouk aux Britanniques, un tribunal militaire turc accuse Cheikh Mahmoud de haute trahison et le condamne à la peine capitale sans être en mesure de l'exécuter. Quelques mois plus tard, une délégation britannique arrive à Soulaïmaniya et rencontre Cheikh Mahmoud. Le 1er novembre 1918, le représentant de Sa Majesté participe à un grand rassemblement public à Soulaïmaniya et annonce que Cheikh Mahmoud est désormais gouverneur du Kurdistan. Parallèlement, les Britanniques commencent, avec l'aide des anciens officiers ottomans d'origine kurde, à former une armée régulière autour de Cheikh Mahmoud. Nouvellement entraînée, armée et financée, cette force avait pour objectif de protéger la sécurité et la stabilité du Kurdistan. À la fin de 1918, les acteurs majeurs kurdes d'Irak et d'Iran, en tout 40 personnalités des deux côtés de la frontière, adressent une lettre au colonel Wilson, gouverneur britannique d'Irak, une demande d'intégration du Kurdistan iranien au territoire dirigé par Cheikh Mahmoud. Wilson ne donne pas suite à cette demande. Entre janvier et mai 1919, les Britanniques changent leur politique au Kurdistan. La stratégie de l'indépendance du Kurdistan n'est plus à l'ordre du jour, parce qu'il doit faire partie d'un nouvel État irakien en cours de construction. Le gouverneur britannique d'Irak demande à Cheikh Mahmoud de se rendre à Bagdad pour discuter des divergences entre Soulaïmaniya et Londres sur l'avenir du Kurdistan. Ce dernier refuse cette invitation en pensant que c'est un piège. Le 23 mars 1919, la première confrontation entre les Britanniques et l'armée de Cheikh Mahmoud a lieu. La défaite de l'armée de Sa Majesté est cinglante. Après avoir subi plusieurs pertes, leurs troupes se retirent à Kirkouk. Le 17 juin, l'armée britannique s'est réorganisée et attaque les Kurdes à l'arme lourde sur le site de Bazian. Après un combat féroce, les Kurdes perdent la bataille. 48 morts et des centaines de blessés, dont Cheikh Mahmoud lui-même. Il tombe aux mains des Britanniques, qui le conduisent rapidement vers Bagdad et le soignent. Quelques semaines plus tard, un tribunal militaire le condamne à la peine de mort pour haute trahison. Mais le gouverneur d'Irak pense que le moment n'est pas encore venu de l'exécuter,
et qu'il pourrait servir les intérêts de Sa Majesté. Grâce à son intervention, le jugement a été annulé et le tribunal ordonne d'envoyer Cheikh Mahmoud en exil en Inde. Après la fondation de l'État irakien en 1921 débute la négociation entre d'une part, les Britanniques et le roi Faisal et d'autre part, Cheikh Mahmoud. Dans la perspective de la stabilisation du nouvel État irakien, les Britanniques pensaient que le retour d'un Cheikh Mahmoud charismatique et intégré au système pourrait être une valeur ajoutée. Cheikh Mahmoud accepte cette proposition à condition qu'il retrouve son statut de gouverneur du Kurdistan. Les Britanniques répondent favorablement, mais le modifient en celui de gouverneur du Kurdistan dans le cadre de l'État irakien. Ainsi, le 30 septembre 1922, Cheikh Mahmoud rentre à Soulaïmania. Il est accueilli par une foule sans précédent. Le drapeau du Kurdistan flottait partout, les gens pleuraient de joie en entonnant les chants patriotiques. Un témoin parle de ce jour, comme si c'était le retour du Christ. Au mois d'octobre 1922, Cheikh Mahmoud forme son premier cabinet ministériel composé d'un premier ministre et de 6 ministres dédiés aux domaines suivants: intérieur, éducation, économie, défense, justice et impôts. Au mois de novembre 1922, le titre de gouverneur du Kurdistan sera remplacé par celui de roi du Kurdistan. De fait, Cheikh Mahmoud devient le premier roi d'une entité politique kurde non reconnue par la communauté internationale. Quand Cheikh Mahmoud demande aux Britanniques de reconnaître son État indépendant, ces derniers répondent que leur priorité est la guerre contre les Turcs qui souhaitent reprendre le vilayet de Mossoul, et ils demandent aux Kurdes de s'engager dans cette guerre. Après la victoire contre les Turcs, nous parlerons de l'indépendance du Kurdistan. Le roi du Kurdistan répond: tant que vous n'avez pas reconnu l'indépendance du Kurdistan, je ne m'engagerai pas dans votre guerre contre les Turcs. La suite est connue. En 1925, par l'arbitrage de la Société des Nations, le vilayet de Mossoul et le Kurdistan d'aujourd'hui sont annexés sur la carte à l'Irak. De ce fait, le territoire contrôlé et administré par Cheikh Mahmoud est envahi par l'armée britannique et la nouvelle armée irakienne. Ainsi, l'État kurde est défait et le Kurdistan concrètement rattaché à l'État irakien. Cheikh Mahmoud est capturé le 21 avril 1931. Il mourra le 9 octobre 1956 dans un hôpital de Bagdad. Source Rafik Ilmi, Mémoire en langue kurde, Soulaïmania, édition Sardam 2003. Il s'agit du livre majeur d'un intellectuel kurde francophone, qui a accompagné Cheikh Mahmoud de 1917 jusqu'à la fin de son règne au Kurdistan. Dans ses mémoires, il raconte en détail les événements majeurs de cette période. Il était également le lien reconnu entre l'armée de Sa Majesté, Faisal et le royaume du Kurdistan. L'autonomisme de la deuxième génération. Vient ensuite la deuxième phase. Du 21 avril 1931, date de l'arrestation de Cheikh Mahmoud par les Britanniques, au 16 août 1946, date de la fondation du Parti démocratique du Kurdistan irakien, PDK, par le général Mustafa Barzani, ce sont 15 longues années de révision amère du discours indépendantiste. Les élites politiques et intellectuelles s'interrogent. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi le royaume du Kurdistan n'a pas pu survivre ? Pourquoi les indépendantistes n'ont pas réussi leur pari ? En réponse à ces interrogations, les acteurs politiques kurdes, regroupés au sein du PDK, changent le paradigme indépendantiste pour un paradigme autonomiste avec son fameux slogan « La démocratie pour l'Irak et l'autonomie pour le Kurdistan ». Influencés par l'idéologie gauchiste, dans sa version marxiste-léniniste, ces acteurs nationalistes pensaient que la lutte pour l'indépendance du Kurdistan passerait nécessairement par la lutte pour la démocratisation de l'Irak, sans laquelle les Kurdes ne pourraient jamais obtenir leurs droits. Un Irak démocratique acceptera par principe les droits démocratiques d'un peuple marginalisé, voire opprimé par des pouvoirs autoritaires. Avocats, professeurs, médecins, journalistes, écrivains, cette génération était dominée par une classe moyenne supérieure qui a eu accès à la culture et à l'éducation. Toutefois, la grande fragilité de cette classe, jeune et cultivée, était le fossé qui la séparait de la base sociale, fortement tribalisée, n'ayant majoritairement pas accès à l'éducation, et pour qui la religion était encore perçue comme un principe régulateur de la vie quotidienne. Conscient de cette dangereuse fragilité,
les nationalistes kurdes sont contraints d'accepter un acteur de formation religieuse, le général Mustafa Barzani, à la tête de leur mouvement. 25 ans après, les pankurdistes de la première génération traversent également la deuxième génération, avec une nuance. Tandis que les acteurs tribaux dominaient l'action de la première génération, les acteurs occidentalisés de la classe moyenne supérieure monopolisaient la quasi-totalité des décisions stratégiques de la mouvance kurde en Irak, au moins jusqu'en 1966, date de la scission du PDK, quand la gauche du parti entrera en guerre avec le général Barzani. Nationalistes de gauche et nationalistes venant des structures tribales sont regroupés autour de ce changement de paradigme. Désormais, ils ne parlent plus de l'indépendance du Kurdistan, mais de son autonomie au sein de l'État irakien. Avec ce passage du discours indépendantiste de Cheikh Mahmoud au discours autonomiste du général Barzani, le nationalisme kurde s'iraki, c'est-à-dire que cette nouvelle génération intériorise l'État irakien comme le territoire de leur existence politique et met en veille le récit d'un grand Kurdistan unifié dans un seul État. L'accord signé entre Saddam Hussein et le général Barzani, le 11 mars 1971, concrétise l'approche autonomiste des Kurdes, basée sur le principe du partenariat entre deux peuples, l'arabe et le kurde, qui construisent ensemble l'Irak démocratique de demain. C'est toujours dans cette perspective que le journal officiel du PDK est nommé Al-Taaki, fraternité en arabe. Toutefois, ce rêve de la fraternité ne dure que 4 ans, car l'accord du 6 mars 1975 entre Saddam Hussein et le Shah d'Iran enterre tout ce qui a été politiquement construit entre les deux peuples frères, le kurde et l'arabe. Le Kurdistan est rapidement envahi par la nouvelle armée irakienne, et le général Barzani lui-même annonce l'effondrement de sa révolution, qui avait commencé le 11 septembre 1961. Qui est le général Mustafa Barzani ? 1903, Barzan 1979, Washington. Né le 14 mars 1903, dans une famille qui possédait à la fois un capital religieux hautement favorisé, il appartenait à la confrérie de la Naqshbandiya avec le titre de cheikh, et un capital tribal, il avait la direction de la fameuse tribu Barzan. En effet, depuis la fin de la révolte de Cheikh Mahmoud en 1931, ce sont les Barzani qui prennent en charge la gestion des différentes révoltes kurdes jusqu'en 1945. Cette année, confronté à l'armée irakienne et soutenu par l'armée britannique, Mustafa Barzani et ses troupes quittent le Kurdistan irakien et entrent au Kurdistan iranien avec l'accord des Soviétiques. Le 22 janvier 1946, les Kurdes d'Iran, avec l'assistance et la bénédiction des Soviétiques, déclarent l'instauration de la République du Kurdistan à Mahabad. Qazi Muhammad, chef de ce nouvel État, confie le ministère de la Défense à Mustafa Barzani. Il lui donne également le titre de général des armées. Honoré par ses privilèges, le nouveau général met à la disposition de la nouvelle République kurde toutes ses compétences, mais aussi l'ensemble de ses troupes venant du Kurdistan irakien. Après la dissolution de la République du Kurdistan le 15 décembre 1946, le général Barzani et ses troupes, toujours en guerre contre l'État irakien, prennent le chemin de l'exil vers l'Union soviétique qui ne les a pas défendus face à l'armée iranienne. Le 16 août 1946, le Parti démocratique du Kurdistan d'Irak fait son premier congrès de fondation à Bagdad et choisit le général Mustafa Barzani, alors en exil, comme son chef. Le PDK adopte le principe « la démocratie pour l'Irak et l'autonomie pour le Kurdistan ». Pendant que Barzani passait son temps en Union soviétique, son parti était à la recherche d'alliés pour lutter en faveur de la démocratisation de l'Irak avec une perspective autonomiste pour le Kurdistan. C'est ainsi qu'un lien profond se tisse entre le PDK et le puissant Parti communiste irakien, PCI. Lorsque le 14 juillet 1958, Abdul Karim Qassim, un général de l'armée irakienne et proche du PCI, prend le pouvoir par un coup d'État et remplace la royauté par la République, les Kurdes pensent que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.